C'est un nouveau classique auquel nous allons avoir le droit vendredi à l'occasion de la deuxième demi-finale de cet Open d'Australie 2024. Alexander Zverev contre Daniil Medvedev, 19e confrontation entre les deux hommes, mais la toute première en majeur. Quel a été leur parcours jusqu'ici, particulièrement en quart de finale? Quelles sont les clés tactiques de cette rencontre? C'est tout de suite ce qu'on va essayer de déceler après le jingle. Et comment ne pas commencer par ce thriller en quart de finale hier matin entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz, une partie qui pendant un bon moment a pris une tournure vraiment différente de celle à laquelle on pouvait s'attendre, avec un Allemand qui était vraiment intraitable au service, un Carlitos qui partait très très vite à la faute et qui se frustrait énormément, surtout côté revers. D'ailleurs ça pose quand même la question de savoir, une fois que Ferrero n'est pas là comme c'est le cas lors de ce grand chelem australien, comment est-il capable de réagir individuellement quand il se retrouve confronté à un problème tactique de poids. En tout cas, Alexander Zverev qui a failli boucler cette partie en moins de 2 heures et qui s'est compliqué la vie quand même, qui a remis Alcaraz un peu dans le match, même si l'Espagnol a aussi réalisé un tie-break de très grande qualité. Il a été solide dans le quatrième set pour donc se qualifier pour sa 7e demi-finale en majeur. C'est pas rien, hein. Lui qui tentera de rallier quand même sa 2e finale. Il a un ratio, vous le comprendrez, assez négatif en demi-finale. On parlera de Medvedev juste après, mais parmi les points positifs de Zverev lors de cette quinzaine, il y a une première balle dévastatrice. Il y a aussi, je trouve, une cheville qui fonctionne. On l'a vu lorsque ses adversaires montent sur son coup droit, qui est pourtant pas son fort. Il arrive à bloquer vraiment pour souvent passer au filet son adversaire, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez positif, surtout quand il s'apprête à jouer un Daniil Medvedev qui monte de plus en plus à la volée. Ça s'est vérifié contre Carlos Alcaraz, qui lui aussi a l'habitude vraiment de porter énormément son jeu vers l'avant. Parmi les choses un peu plus négatives, je trouve que son coup droit manque encore de peps. Il n'est pas assez percutant. On a vu Kopfer au premier tour le cibler. Alcaraz aussi, quand il est revenu dans la 3e et 4e manche, continuer d'appuyer de ce côté-là. Et puis il y a cette irrégularité avec Zverev. On l'a vu contre Klein notamment quand il s'en sort en 5-7. Parfois il va être assez offensif, très solide, il va suivre au filet. Et puis parfois il va prendre sa petite marge de 2 mètres derrière la ligne de fond. Et il va être beaucoup plus vulnérable d'un coup. Alors est-ce que c'est lié à son diabète, où il a du mal sur le format au meilleur des 5-7 à être très régulier et à adopter toujours le même schéma? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faudra vraiment essayer de limiter au maximum face à Daniil Medvedev s'il ne veut pas connaître une grosse mésaventure, une nouvelle mésaventure dans le dernier carré d'un grand chelem. Concernant le russe, il a passé quasiment autant de temps que l'allemand sur le court lors de cette quinzaine australienne. Il a passé 16h15 sur les courts, c'est plus de 16h30 pour Alexander Zverev. Les temps sont assez proches, mais il a vécu vraiment un tournoi, lui, assez atypique. Daniil, il a fini, on se rappelle, à 4h du matin contre Emil Ruusuvuori. Après, bon, il y a eu ce match face à Félix Auger-Aliassime relativement tranquille, peut-être son match le plus tranquille de la quinzaine finalement. Mais en quart de finale, c'est encore 4 heures face à Hubert Hurkacz, même si le Polonais réalise un super début de saison. Lui qui a gagné la United Cup aux côtés d'Iga Świątek pour la Pologne. Daniil Medvedev qui, même s'il a connu quelques petits moments de flottement lors de ce quart de finale, après avoir souffert déjà depuis le début du tournoi, notamment on pense à ce premier tour face à Terence Atman, le français. Daniil Medvedev qui a géré, j'ai envie de dire, les moments forts et faibles de sa rencontre face à Hurkacz, et qui surtout a retrouvé une profondeur très très intéressante. Je trouvais qu'il commettait pas mal de fautes directes, le russe, dans l'échange, notamment depuis le début de ce tournoi, mais il y a quelque chose aussi qui est très fort et qui fait sa force, même au-delà de la qualité de service évidemment, c'est son endurance. C'est très compliqué de tenir la cadence de Medvedev pendant 5-7. C'est déjà Ruusuvuori qui en avait fait les frais au deuxième tour, où dès qu'il avait commencé à retrouver vraiment sa profondeur de balle, sa qualité aussi de service, le match était complètement inversé. Et là contre Hurkacz, finalement, dès que Medvedev n'a pas laissé l'opportunité aux Polonais de rentrer dans le terrain, ça a été très compliqué, même si Hurkacz a réalisé certaines prouesses dont devra s'inspirer Zverev. Je pense notamment au fait de casser la diagonale revers pour venir couper la trajectoire en coup droit et conclure certains échanges. Parmi les points positifs aussi de la quinzaine du russe, je note une capacité d'adaptation assez folle. On l'a vu notamment au micro de Jim Courier après sa rencontre des huitièmes de finale, expliquer sa position de retour assez lointaine. Il a fait une allusion à Jo-Wilfried Tsonga, et on l'a vu lors de son quart de finale, il a su dès les premiers échanges, mais tout particulièrement dans le troisième set, après avoir fait une deuxième manche un peu moyenne, très moyenne même, se rapprocher de sa ligne de fond pour surprendre Hubert Hurkacz et ne pas lui laisser la possibilité, comme on l'expliquait il y a quelques secondes, de venir
conclure la majorité de ses points à la volée. Pareil contre Félix Auger-Aliassime, c'est le match où il est le moins monté dans cet Open d'Australie, tout simplement parce qu'il avait compris que en faisant le mur du fond du court, Félix Auger-Aliassime n'était pas assez créatif et pas assez sûr de ses forces pour le déboulonner sur un format au meilleur des 5-7. Donc c'est aussi très intelligent et très intéressant cette capacité du Russe vraiment à s'adapter à l'adversaire qu'il a en face de lui. Pour en revenir au duel entre les deux hommes, on l'a dit il y a quelques instants, 19e confrontation entre Medvedev et Zverev. Au niveau des clés tactiques, j'en vois plusieurs. Déjà évidemment, il y a la qualité de service de l'Allemand qui sera prépondérante, plus que celle du Russe, je pense. Medvedev étant un des meilleurs relanceurs du circuit, il aura a priori la clé. On ne peut pas dire en plus que la volée de Zverev soit forcément la meilleure sur le circuit. Et donc Medvedev qui aura l'occasion de le passer comme il l'a fait plusieurs fois face à Hubert Hurkacz. Il y a aussi cette profondeur qu'il sera capable de trouver parce que Zverev finalement... à part en revers où effectivement c'est clairement son coup fort, si tu trouves de la profondeur, il a quand même du mal à attaquer constamment et à te faire vraiment mal dans l'échange. Je pense que Medvedev du coup prendra le contrôle de l'échange et amènera l'Allemand où il a envie de l'amener. Donc ça c'est vraiment deux clés hyper importantes. Après il y a tout l'aspect mental, hein. On sait que Medvedev a une certaine emprise. Dernièrement, on peut notamment penser à cet affrontement fratricide, on va dire, du côté de Monte-Carlo qui avait été scruté par les caméras de Netflix, notamment pour ceux qui ont vu la deuxième saison de Breakpoint. Mais qu'est-ce qui va en advenir si jamais on arrive dans un 4e ou 5e set au tie-break, que c'est un peu serré, même si Zverev avait été très solide sur ces moments depuis le début de la quinzaine, on a vu que ça pouvait flancher face aux meilleurs joueurs, face à Alcaraz, face même au top 10 dernièrement, et encore plus peut-être face à Daniil Medvedev, là où Medvedev a quand même l'expérience, hein, lui qui pourrait disputer quand même sa 6e finale de majeur. Ça se respecte, ce serait 5 de plus qu'Alexander Zverev. Quand même, il a toute l'expérience et contre Hurkacz, je l'ai dit avant, je trouve qu'il a plutôt bien géré ses moments forts et ses moments faibles. Je pense que si Medvedev réussit à protéger un maximum la diagonale revers où Zverev excelle, il aura derrière l'opportunité justement de venir lui au filet et de, si je puis dire, un peu couper l'herbe sous le pied d'Alexander Zverev. En termes de pronostic, je pense que je vais partir sur une victoire de Medvedev en 5-7 pour la simple et bonne raison que cette quinzaine a été éreintante pour les deux joueurs, mais particulièrement pour Medvedev. Je ne vois pas le Russe coller 3-7 à Zverev, surtout avec la qualité de service qu'il nous a montré depuis le début de la quinzaine. Mais malgré tout, sur la longueur, sur le format au meilleur des 5-7, je vois Medvedev pousser à bout l'Allemand qui, pour moi, voilà, n'aura peut-être pas les ressources principalement mentales et physiques. Il y a eu quelques petites alertes contre Alcaraz, alors qu'on a vu que voilà, Medvedev, sur ce point-là, est quand même supérieur à Zverev pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le Russe va se qualifier pour une 3e finale à l'Open d'Australie et peut-être un premier titre après cette défaite face à Novak il y a quelques années et surtout ce traumatisme face à Rafa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des clés de cette rencontre, du parcours des deux hommes et de cette affiche des demi-finales qui en tout cas promet et qui viendra donc juste après le Djokovic-Sinner ce vendredi matin. La première demi-finale commencera à partir de 9h30. Moi je vous laisse sur ça, j'espère que vous kiffez cette quinzaine de la même manière que nous. Voilà, on a eu des Français, des thrillers, des matchs en 5-7, maintenant on a des superbes rencontres qui arrivent aussi avec ce Djokovic-Sinner que tout le monde attend évidemment, et cette finale dimanche qui sera commentée sur la chaîne et qui sera encore évidemment un superbe moment de tennis. Bon jeudi à tous et on se retrouve évidemment très vite sur Game Set Talk pour débriefer l'ensemble des rencontres de cet Open d'Australie.